Un entrepreneur se doit d'être un couteau suisse. Ah oui, Ça, on est bien d'accord. t'as pas le choix. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Je pense que c'est aussi ça un des éléments importants. Tu dois être éclectique en fait. On peut être aussi un patron qui va dire tiens, fais ça, t'es nul, machin, ça. En même temps, enfin, si tu n'as pas la moindre idée de ce que les gens font à côté de toi, il y a peut-être un problème, quoi. Il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a beaucoup de gens qui vont théoriser des choses. Oui, tu as des beaux théoriciens, mais à un moment, arrête de parler faits. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des Audacieux, la chaîne qui met en lumière les parcours inspirants des entrepreneurs. Mon invité d'aujourd'hui est un véritable touche-à-tout. Après avoir occupé différents postes dans les secteurs de la recherche et de l'innovation, il a choisi de donner vie à ses rêves d'indépendance en créant deux entreprises totalement différentes l'une de l'autre, l'une facilitant la recherche de financement pour les chercheurs et l'autre éditant des bandes dessinées asiatiques. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Serry. Bonjour à toi Pierre. Bonjour Florian et merci pour l'invitation. Très heureux en tout cas de te recevoir pour ce 7e épisode déjà des Audacieux. Donc Pierre, toi tu es le dirigeant de deux entreprises que tu as toi-même fondées, donc Kotoji Édition et R&D. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors j'ai monté la première boîte Kotoji Édition, c'est bientôt 15 ans maintenant. Aujourd'hui, la boîte est plutôt connue sous le nom Asian District, parce qu'en fait on produit des titres qui viennent de Chine, Taïwan et Hong Kong. Et en fait je suis un des rares spécialistes en Europe sur les BD de ces pays-là. Et puis R&D, donc, qui est une boîte que j'ai montée il y a 1 an et demi. Qui est une boîte de management de la connaissance. C'est-à-dire qu'on va récupérer des données un peu partout et on va les rendre accessibles dans quelques clics. Si je devais prendre un exemple, tu tapes une adresse dans ton GPS, tu pars en vacances, tu vas suivre ton GPS et puis en fait, tu te rends compte que tu as pris une route un peu sinueuse qui t'a donné envie de vomir. En fait, si tu avais dézoomé, tu te serais rendu compte qu'en roulant 10 minutes de plus, tu aurais une route toute droite et qui t'aurait évité cette route. Et en fait, nous, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va dézoomer les données pour que tu puisses y accéder plus facilement. Et un premier produit qu'on a sorti, c'est ce que tu disais en intro, c'est pour les gens de la recherche et d'innovation, un outil qui leur permet d'avoir une cartographie de l'ensemble des financements de recherche et développement et d'innovation, et pour trouver l'information à quelques clics. Parce que c'est de la documentation qui est éparpillée dans des documents PDF qui font des dizaines, centaines de pages. Et nous, paf, 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 en 3 clics, tu as accès à l'information tout de suite. Alors comment ça se matérialise cette solution? C'est un logiciel? C'est quoi? C'est une solution en ligne? Ouais, alors c'est une solution en ligne, c'est ce qu'on appelle du SaaS, un Software as a Service. Donc c'est une plateforme à laquelle tu accèdes en payant. Et puis tu as accès à ces différentes cartographies. Et en fait, c'est de la cartographie interactive. Justement, tu as ton dézoom, tu vois les différents financements et avec tes quelques clics, finalement, tu vois l'information qui t'intéresse. Alors si on en revient à tes débuts, donc avant que tu crées donc dans un premier temps Kotoji Édition puis R&D, tu as occupé différents postes de salariés, notamment au CNRS. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à aller vers l'entrepreneuriat? Alors effectivement, moi j'ai un parcours de fonctionnaire à la base. Alors que c'est pas un truc que j'avais forcément dans le sang. Mais en fait, quand je suis arrivé à Nancy, parce que moi je viens d'Auvergne, et puis j'ai chopé un CDD au CNRS. Et on m'a dit, si tu veux rester, parce que j'avais fait mon CDD, on m'a dit, tu es obligé de passer le concours. Alors ça me faisait suer parce que j'avais l'impression de retourner à l'école en passant un concours. Et bon, j'aimais bien mon poste, donc j'ai passé le concours. Après, ça a eu d'autres avantages, du coup, d'être dans la fonction publique. Notamment quand tu vas faire un emprunt auprès de ton banquier, ça compte énormément. Ça sécurise. Ouais, ça sécurise quand même, quoi qu'il en soit. Et en même temps, j'étais pas totalement à l'aise non plus. Alors, je pense que j'avais peut-être un petit côté un peu extraterrestre dans la fonction publique parce que j'ai pas toujours des discours qu'on a classiquement dans la fonction publique. Et puis, dans un de mes postes, un jour, je travaillais à la communauté urbaine du Grand Nancy, qu'on appelle la métropole du Grand Nancy aujourd'hui. Et on avait monté une réunion pour inciter les gens à développer plus d'entreprises. Donc, on devait mettre en place une initiative pour créer plus d'entreprises sur le territoire. Et là, il y a un moment, il y a un chef d'entreprise qui dit, mais écoutez les gars, enfin, à un moment, on est une assemblée de 50 personnes, là, mais on est en train de faire la morale à tout le monde pour créer des entreprises. Qui, ici, a déjà monté une entreprise? Il y a très peu de gens, finalement, parce qu'il y avait quelques chefs d'entreprise qui étaient invités. En fait, on était une bande de connards de fonctionnaires, excuse-moi de le dire, mais qui étions en train de faire la morale à tout le monde pour créer plus de boîtes, alors que nous, on était des fonctionnaires. Et je me suis dit, mince, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Et
faut que je me lance parce que j'ai trop ça dans le sang. Et en même temps, du coup, ce que je disais sur le côté un peu sécurisant de la fonction publique, voilà, je venais de m'installer dans la vie, etc. Un emprunt pour la maison, je vais peut-être pas faire n'importe quoi non plus. Donc j'avais envie aussi d'avoir une activité entrepreneuriale qui me permette de comprendre déjà c'est quoi l'entrepreneuriat. Moi je pense que l'entrepreneuriat c'est aussi une école, je pense que c'est la meilleure école qui soit, à vrai dire. J'ai plus appris dans l'entrepreneuriat que sur les bancs de la fac, hein, très concrètement. Et, euh, et ensuite, à l'époque, j'avais monté une association, parce que j'avais pas de copains quand je suis arrivé à Nancy, donc j'ai monté une association de fans de manga, D'accord. qui s'appelle l'association Kuwabara, qui a priori, de ce que je comprends, existe toujours. Et dedans, on avait fait un fanzine, parce que moi j'aimais bien dessiner aussi, j'aime bien raconter des histoires. Quand j'étais plus jeune, en fait, mon rêve c'était de faire du cinéma. D'accord. Donc, Tu voulais quoi, être acteur, être réalisateur? non, je voulais être réalisateur, Réalisateur. réalisateur et producteur. Hmm. Donc j'écrivais des scénarios, je tournais mes films au caméscope. Donc j'avais déjà un côté très entreprenant quand j'étais dès le lycée, quoi. À créer des choses, faire des choses un C'est petit peu ça. hors du commun. Ouais. Et la BD, il y a un truc qui est très pratique, c'est que tu peux faire ça derrière un ordinateur chez toi. Et du coup, je me suis dit, tiens, éditeur, ça permet de pouvoir garder mon activité à côté et de créer ma boîte en même temps. Je reviens un peu en arrière parce que j'ai oublié de dire, le lien avec l'association, c'est que finalement, on était des créateurs de BD inspirés de manga. Et des copains, à un moment, nous ont dit qu'est-ce qu'on peut faire si on a envie de sortir au-delà du fanzine nos propres BD. J'ai dit, je sais pas, on crée une boîte. Et c'est parti de là, quoi. Et alors, la BD asiatique, en fait, quand tu parles de BD asiatique, c'est tout sauf les mangas, en fait, dans ton activité avec Kotoji Édition. Ouais, alors à la base, en fait, même, j'étais plutôt un éditeur de BD classique française, puisque je travaillais avec des auteurs français, même des auteurs locaux. Et puis, mais moi, j'étais plutôt un lecteur de manga. J'ai découvert, parce qu'il y avait un autre éditeur ailleurs en France qui avait monté une maison d'édition autour de la BD chinoise, qui en 2012 a dû fermer ses portes. Et je me suis dit, putain, c'est dommage. Il y avait un truc quand même là-dessus, le mec était hyper pionnier, je comprends pourquoi sa boîte a fermé. Et peut-être qu'on peut trouver quelque chose pour prendre la suite de ce qu'il a fait finalement, parce que ce serait dommage de perdre ça. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser, mais comment on fait pour acheter des droits en Asie pour pouvoir le faire. Et en plus de ça, je me suis dit, en plus, il y a plein d'éditeurs de mangas japonais en France. Ils font tous un super boulot. Alors moi, j'ai beaucoup d'ego. Et à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que moi, je vais apporter au marché si je fais la même chose que les autres? Ça me faisait pas envie. Alors j'ai choisi une voie difficile parce que la BD chinoise, c'est pas le truc le plus vendeur, hein, très concrètement. Et un jour, en fait, c'était à l'époque où je travaillais au Grand Nancy, j'avais un nouveau collègue qui venait d'arriver. Et il arrive dans mon bureau, il me dit, ah, c'est quoi ces BD, c'est marrant. Et je lui raconte, j'ai monté ma maison d'édition, tout ça. Genre. Il me dit, c'est marrant, j'ai mon cousin, c'est un ancien de chez Hachette, il est devenu agent de droits internationaux et il bosse avec des Chinois. Je dis, alors, La coïncidence, quoi. et Ouais. je dis, écoute, je veux rencontrer ton cousin. Ça te tombe bien, il vient dans 2 semaines chez moi parce qu'il donne des cours à Nancy. Le truc incroyable. Et c'est là, du coup, que j'ai pu découvrir comment tout ça fonctionnait. La question d'achat de droits internationaux, etc. Tout ce système. Il m'a mis en contact avec les Chinois et c'est comme ça que ça a démarré. Et donc là, on est en 2010. Alors ça, c'était en 2014, puisque avant, finalement, j'avais déjà créé des BD françaises. Mais c'était... enfin non, c'était en... Pardon, je sais plus. C'était en 2013, on va dire. Mais 2014, je me suis vraiment lancé là-dedans. Mais c'est le pur hasard, quoi. Comme quoi, la vie est faite d'opportunités que tu Oui. as su saisir quelque part là. Parce en qu'en l'occurrence. plus, avant, c'était une activité qui vivotait, tu vois. Ouais. Moi, mais je faisais ça juste pour le plaisir, d'ailleurs. À côté d'ailleurs de tes activités salariées, notamment Exactement. au Grand Nancy. Ouais. Et donc pourquoi j'évoque la date de 2010? Parce que 2010, c'est la date où tu crées cette entreprise-là, Ouais. donc Kotoji Édition. Tu avais 30 ans, c'est ça? J'avais 30 ans, ouais. Tu avais 30 ans. Et j'imagine qu'à 30 ans, créer son entreprise en 2010, alors que tu n'as connu que le salariat finalement, ça a dû, comment dire, pas être forcément facile. Tu as dû passer par des difficultés, je pense. J'ai trouvé ça très con. Parce que après, j'avais confort, c'est-à-dire, tu vois, j'avais un salaire à la fin du mois, etc. Alors, il y a plein de difficultés dans l'entrepreneuriat. La première étant de réussir à se payer.
Mais j'avais pas ce problème-là. Et du coup, je me suis dit, en plus, ça me laisse le temps d'apprendre et de comprendre tout ça, comment ça fonctionne, parce que moi, je dis, mon père était fonctionnaire, ma mère était ouvrière. Enfin, je veux dire, tu vois, j'avais aucun repère sur l'entrepreneuriat, à part regarder Capital sur M6, quoi, concrètement. Et donc, tu as réussi quand même à sortir ton épingle du jeu et puis à vendre tes premières BD qui étaient d'abord des BD françaises, d'après Ouais, ce que je comprends. Et ensuite, de fil en aiguille, par les relations aussi que tu as pu te faire, tu as pu développer ton activité. ouais, tout à fait. En fait, à la base, on était parti sur un système où on dit on va y aller crescendo, on va faire des BD, on va les vendre sur des salons. Puis on voit que ça se vend bien. Puis un jour, deuxième année, Festival d'Angoulême, il y a un gars qui vient sur notre stand, et c'est vachement bien ce que vous faites. Vous êtes distribué comment? Je dis bah non, on n'est pas distribué, on vend sur des salons. Et vous avez pas envie d'être vendu ailleurs en France? Si. Et du coup, pareil, on est allé voir à Paris, puis on a été distribué nationalement en quelques mois. Et en fait, c'est grâce à ta participation à ces différents salons que tu as pu te faire connaître. En Ouais, fait. parce qu'en fait, Ouais. la chance, elle se provoque aussi. Bien sûr. Il faut rencontrer des gens. Ouais, Et c'est pour ça. rencontrer des gens, il faut aller vers les gens. Et je pense qu'effectivement, je pense que c'est pas toi qui vas me contredire, aller sur des salons, ça te permet de connaître des gens qui vont t'aider dans ton activité et qui vont déjà t'acheter tes BD. Oui, Première chose. ouais, tout à fait. Et parce que on connaît les salons grand public en tant que usagers clients qui allons directement sur les stands. Mais en fait, on n'imagine pas en fait tout le côté business qu'il y a derrière en coulisses finalement. Et c'est ça le grand intérêt des salons pour moi. Et aujourd'hui, tu continues à en faire du coup des salons par-ci par-là? J'en fais très peu. Il y en a un que je garde, c'est Angoulême. Et puis, non, parce que j'ai appris un autre truc avec l'entrepreneuriat, c'est qu'à un moment, ton temps est précieux et que ton temps, c'est de l'argent. Et donc, j'essaye toujours de rationaliser vraiment là où j'ai un intérêt à aller finalement par rapport à mon activité. Et donc aujourd'hui, Cotoji Édition, c'est combien de milliers d'euros de chiffre d'affaires, combien de BD vendus à l'année? Alors, je peux pas te parler à l'année parce que c'est très fluctuant. On va dire, moi, mon plus gros chiffre d'affaires a été dans les 70 000 euros. Là, je suis dans les 40 000 aujourd'hui. Parce que là, je suis très mesuré, c'est-à-dire que je ne sors que 3-5 titres par an. Parce que là, le marché a explosé, il y a trop de titres aujourd'hui. Mais en fait, ça a été une activité qui a été à perte pendant un paquet d'années. Et depuis 3-4 ans, c'est une activité rentable pour moi, qui pourrait me rapporter beaucoup plus si j'y passais 100% de mon temps. Je suis un peu trop passionné par trop de choses pour me consacrer qu'à une seule activité. Quand je dis en guise d'introduction que tu as un touche-à-tout, je pense que c'est à dessein que je dis ça. Parce que c'est vrai qu'au-delà de Cotoji Édition, donc, tu as continué tes activités en tant que salarié. Ouais. Donc, tu parlais du Grand Nancy, le CNRS, etc. Et puis en 2023, tu as créé donc Arendi. Ouais. Donc là, on est 13 ans après la création de ta première entreprise, Ouais. Cotoji Édition. Et là aussi, alors là, on est dans un domaine qui est totalement différent en fait. On est dans un domaine technologique avec aussi des interlocuteurs différents. Oui, alors c'est intéressant parce que les gens me disent, mais ils voient jamais de rapport entre tout ce que je fais. Alors, d'abord, comme je disais, je suis passionné par beaucoup de choses. Et deux, finalement, qu'est-ce que je fais? Alors moi, à la base, j'ai une formation de juriste en propriété intellectuelle. Mon métier au CNRS, c'était quoi? C'était de valoriser de la recherche. Des chercheurs ont des résultats de recherche, et nous, ce qu'on essaye, c'est de les vendre pour que ça soit utilisé sur le marché national, international. Et finalement, faire des BD, c'est quoi? Tu as de la création et que tu crées de la propriété intellectuelle que tu vas valoriser par ailleurs en France ou à l'étranger ou sur d'autres supports. Et finalement, quand je monte une boîte qui fait du développement informatique, je crée des outils, c'est de la création, et que je vais valoriser économiquement par ailleurs. Voilà. Donc c'est peut-être ce rapprochement que je fais, parce que effectivement, des fois, je me dis pourquoi ça n'a rien à voir. Mais je pense que voilà, j'ai ce côté un peu touche à tout qui est une limite aussi pour chacun de mes business, mais que je ne suis pas prêt de sacrifier. Et c'est une richesse, à mon sens, pour tout entrepreneur, justement, d'être un touche-à-tout, d'avoir des antennes, d'avoir des capteurs un petit peu ouverts sur différents secteurs de la vie, tout simplement. Ouais. Et donc, pour le secteur d'R&D, qui est un secteur quand même technologique, où là, tu as créé quand même une solution informatisée, tu t'es entouré de quel partenaire? Alors, je me suis associé à quelqu'un qui s'appelle Alexis Frisson, en fait, qui est un jeune ingénieur en IA.
data analyst, et qui, alors enfin, on revient un peu en arrière, hein, quand on s'est rencontrés, c'était avant l'émergence de ChatGPT, Gemini, etc. Et on avait de plus en plus de jeunes qui étaient formés à ces métiers d'IA. Nous, on touche à un métier particulier qui est le traitement automatique du langage. Tu as du texte et en gros il faut traiter automatiquement et tu as des techniques qui ont grandement évolué ces dernières années et Alexis c'est cette pierre-là qui nous a apporté au projet. Et t'as pas peur justement que ChatGPT te fasse de l'ombre là en 2025? Alors oui et non, c'est-à-dire que nous on travaille sur des modèles très spécialisés. C'est-à-dire que ChatGPT c'est un modèle généraliste qui marche du tonnerre généralement, mais c'est comme si tu utilises un tractopelle pour faire un petit trou dans ton jardin. Alors que des fois, tu as juste besoin d'une pelle qui est un outil qui convient beaucoup mieux. Est-ce que tu as besoin d'avoir ta grosse mallette avec tous tes tournevis, etc., quand tu as juste un petit cruciforme? Et nous, là, on est le petit cruciforme, justement, juste pour visser ta vis, tout simplement. Mais parce qu'on est le bon outil qui va bien servir pour ça. Et donc si je comprends bien, imaginons je suis chercheur, Ouais. je développe une idée, un produit innovant, je veux le valoriser, je vais utiliser ta solution, donc R&D. Comment moi, en tant qu'utilisateur, je peux me mettre en rapport avec toi et me mettre en rapport avec ce que tu proposes? Ah bah, c'est rnd.fr, tout simplement. On va sur le site, et, tout est expliqué, puis il faut s'inscrire. Après, on est dans du B2B, hein, donc on s'adresse vraiment à des entreprises ou à des structures publiques, essentiellement des structures publiques d'ailleurs, et ensuite qui vont payer un abonnement finalement pour accéder pendant un an à notre plateforme. Cet abonnement, il est de combien? Il est de 50 € par mois par utilisateur. Et après, on a des tarifs en fonction de la taille des institutions, s'ils veulent pour tous leurs chercheurs ou tous leurs ingénieurs, par exemple. Et aujourd'hui, quels sont tes clients du coup pour R&D? Alors, mes clients, en gros, j'ai 80 utilisateurs à l'année qui sont alors, plutôt des gens qui sont accompagnateurs des chercheurs, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, en fait, sont à l'interface entre le financeur et le chercheur et qui, eux, ont vocation à utiliser tous les jours l'outil parce qu'ils vont accompagner plein de chercheurs. Un chercheur, lui, il va peut-être l'utiliser 1 à 3 fois dans l'année, donc il n'a pas un intérêt à payer un abonnement. Par contre, les gens qui l'accompagnent, eux, ils accompagnent plein de chercheurs et eux, ils ont plutôt intérêt à avoir cette compréhension-là avec ces outils. Donc les incubateurs, tous ces organismes-là, finalement, ça peut être tes clients? Ouais, Hein? absolument. D'accord. Très bien. Et donc du coup, en ce qui concerne toujours R&D, tu as eu besoin de fonds pour lancer ça? Tu as eu besoin de financement particulier ou ça a été relativement simple à ce Alors, niveau-là? ça a été relativement simple. Alors, parce que on a intégré un dispositif qui s'appelle INRIA Startup Studio, qui est un dispositif absolument génial. Oui, parce que tu es incubé à l'INRIA, qui est l'Institut national de recherche informatique Ouais, et et d'automatique. Ouais. Et qui, donc en fait, c'est le CNRS de l'informatique, qui nous a mis un programme d'1 an où il payait nos 2 salaires pour pouvoir développer le projet. Donc ça, Pas mal, c'est hein. hyper confortable. Pas mal, Honnêtement, en même temps, moi, en tant que fonctionnaire, j'avais pas droit au chômage, donc ça m'arrangeait bien aussi. Faut bien qu'il y ait des contreparties. Ah oui, c'est ça. Voilà. J'ai pas eu à me plaindre. Et puis, et après, bah, une fois que le produit était développé, on a pu bootstrapper, comme on dit dans le milieu, hein, vraiment monter petit à petit pour voilà, se développer. D'accord. Alors, quand je disais en introduction que tu es un touche-à-tout, donc tu es à la tête de 2 entreprises, Ouais. Cotegie Édition R&D, mais tu es aussi enseignant vacataire à l'Université de Lorraine, Ouais. où tu enseignes donc l'initiation à l'entrepreneuriat et le droit du numérique. Ouais. Comment tu es venu à l'enseignement? Ou est-ce que c'est l'enseignement qui est venu à toi finalement? En fait, ça fait 20 ans que je fais ça. Alors, je fais pas ça pour l'argent, puisque ça paye. Mais, alors, j'aime bien la transmission. Ça, c'est un truc que j'adore. En fait, il y a 20 ans, j'ai un copain qui me dit, écoute, la fac d'informatique m'a contacté pour donner des cours de droit d'informatique. Il me dit, mais moi, je suis pas un spécialiste du droit, je connais un peu, mais... et en fait, dans la région, il s'avérait qu'il n'y avait pas grand monde, à part moi, qui avait cette compétence-là très spécifique à l'époque, hein, c'était il y a 20 ans. Et donc, du coup, ils sont venus me chercher. Et c'est comme ça, petit à petit, bah, après, derrière, quand ton nom, il circule chez les enseignants, on dit, bah, tiens, il faudrait que tu appelles ce mec parce que nous, on a besoin de vacataires, justement, ce qu'ils en cherchent régulièrement. Tu vois, samedi dernier, j'ai fait un stage de self-défense. Et j'ai rencontré un gars, il me dit, ton nom, il me dit quelque chose.
t'enseignes pas à l'IUT Charlemagne à Nancy? Je dis, bah si, si, si. Ah oui, bah, ça tombe bien parce que dans ton domaine, on cherche des gens, etc. En fait, donc tu as des trucs parce que bah, ils galèrent à trouver parfois certaines compétences comme ça. Et de fil en aiguille, j'imagine que ton activité d'enseignement, elle te permet d'avoir un pied du coup dans le monde universitaire qui peut être un de tes clients pour R&D en fait. Alors oui, absolument. Et alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que toi, alors moi j'ai un vécu quand même avec le CNRS. J'étais persuadé que finalement ce vécu-là m'aurait apporté beaucoup de choses en termes de relations, mais une fois que t'es plus dans le truc, finalement les gens ils te rappellent plus. Ouais. Mais le fait d'être collègue finalement d'enseignants-chercheurs, bah, eux ils disent ah bah tiens, t'es parmi nous, ça serait bien qu'on travaille ensemble. Voilà, donc effectivement ça m'ouvre d'autres portes de ce côté-là. Puis même au-delà de ça, bon, voilà, je crois que tu enseignes à l'IUT Nancy-Charlemagne. Donc Ouais. là, voilà, tu as plusieurs promotions d'étudiants qui ensuite peuvent être intéressés par tes cours et te recontacter en fait finalement ensuite. Alors oui, alors c'est ça voilà, ça c'est une petite fierté, parce que depuis l'année dernière, je donne des cours d'entrepreneuriat et j'ai beaucoup d'étudiants en fait de la promo l'année dernière qui m'ont recontacté parce qu'ils sont en train de monter leur boîte ou qu'ils ont déjà monté leur boîte. Et du coup, le fait qu'ils me demandent des conseils, etc. Donc ça veut dire que j'aurais peut-être pas raconté des conneries. En tout cas, je les ai convaincus que je leur racontais pas des conneries et que finalement le cours les a marqués. Et j'ose espérer que peut-être que le fait que j'aurais donné ce cours, ça leur a peut-être donné la petite étincelle de dire ouais, je peux le faire quand même quoi. Tu as suscité des vocations quoi. J'espère, je sais T'espères. pas, je sais pas. Il faut être humble là-dessus, hein, Ouais. parce qu'après il y a plein d'éléments voilà, qui font que je pense que de base, s'ils l'ont fait, c'est qu'ils avaient déjà ça dans le sang, quoi qu'il en soit. On est entrepreneur déjà dès la naissance selon toi ou on le devient? Ah, Ça c'est une vraie question. c'est une vraie question. Ouais. Moi, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Mm. Alors, tu as une tendance avec la French Tech à un moment dire tout le monde peut devenir entrepreneur. Non, moi je pense que c'est pas vrai. C'est pas fait pour tout le monde. C'est un mindset quand même particulier. Et je pense que ouais, ces étudiants-là, par exemple, eux, je pense qu'ils avaient déjà ça dans le sang. Donc, sans doute, peut-être qu'on est entrepreneur. Ça, c'est je sais pas, Ah, on pourrait débattre des heures. Ah oui, On pourrait on est débattre d'accord. des heures. Et justement, en cours d'entrepreneuriat, lorsque tu as des étudiants intéressés par l'entrepreneuriat qui reviennent vers toi, quels conseils tu leur dis, tu leur donnes? Euh, Bonne question. Continuer d'apprendre tout le temps, tout le temps. Parce que, bah, moi encore, tu vois, ça fait 15 ans que je fais ça, j'apprends encore tous les jours, quoi. Il y a des choses, c'est un truc bête, hein, j'ai toujours confié des choses à mon expert comptable, et puis je me suis dit, attends, là, j'ai fait première fiche de paie, j'ai dit, je vais la faire tout seul. Le cauchemar, cauchemar. Mais j'apprends, parce que du coup, le fait de galérer, bah, ça te permet d'apprendre, quoi. Et moi, c'est un vrai conseil. Allez sur le terrain, apprenez par vous-même, quoi. Et confrontez-vous à la galère. Et surtout qu'un entrepreneur se doit d'être un couteau suisse. Ah oui, Ça, on est bien t'as d'accord. pas le choix. Il doit maîtriser de multiples compétences et pas Mmh. forcément des compétences en informatique ou en propriété intellectuelle pour R&D Mmh. ou voilà, en édition pour ce qui est de Cottage Edition. Et- Tu dois oui. être éclectique en fait. Alors, il faut être éclectique. Ouais. On ne demande pas de savoir tout faire, parce Ouais. qu'ici, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Je pense que c'est aussi ça un des éléments importants. Et c'est ce que tu as fait avec à Cottage Exactement. Edition, hein, avec les gens d'Hachette, etc. Exactement. C'est ça. Et donc, voilà, c'est savoir déléguer aux bonnes personnes, savoir se dire, bah, donc, je ne suis pas capable de tout faire. Donc, à un moment, se dire, bah, ça, je lâche. Mais en même temps, lâcher, ça ne veut pas dire tout abandonner. C'est essayer de comprendre le métier de chacun, quoi. Parce qu'on peut être aussi un patron qui va dire, tiens, fais ça, t'es nul, machin, etc. En même temps, enfin, si tu n'as pas la moindre idée de ce que les gens font à côté de toi, il y a peut-être un problème, quoi. Ouais, on est tout à fait d'accord. Et donc pour terminer, alors je vais finir par la question fatidique Ouais. que je pose à tous les gens qui passent par cette émission, c'est quelle est pour toi, Pierre, la définition du fait d'être audacieux? La fameuse question. Alors pour moi, les audacieux, c'est ceux qui font. C'est le fameux slogan de Nike, Just Do It. Il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a beaucoup de gens qui vont théoriser des choses. On en parle des fois, toi et moi, quand on se rend compte. Oui, tu as des beaux théoriciens, mais à un moment, arrête de parler des faits. Et je pense que c'est se confronter à cette difficulté de faire, parce que faire, c'est pas facile non plus. Voilà, donc pour moi, c'est ça un audacieux. Donc en tout cas, bravo à toi Pierre pour cette interview inspirante. Et puis bah écoute, je te souhaite pleine réussite. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos inspirantes, de nouveaux portraits d'entrepreneurs. D'ici là, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.